Salut Manon. Salut Pablo, salut Pierre. Salut Salut. Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manon, tu es députée européenne de la France Insoumise. Alors, avant de parler d'Europe avec la présidence du Conseil européen par Emmanuel Macron, par la France, une question sur ton ancien boulot. Lorsque tu étais à Oxfam, l'ONG a sorti hier son rapport sur les inégalités mondiales. En 19 mois, si on prend la France, les 5 premières fortunes ont doublé leur richesse. Qu'est-ce que ça dit du monde? Et surtout, comment est-ce que c'est possible que politiquement, on ait laissé faire ça? Ce que ça dit du monde, c'est que pendant que tous ceux qui nous regardent étaient en train de trimer, toucher le chômage partiel, pendant que les étudiants faisaient la queue devant les banques alimentaires, il y a un petit nombre d'individus qui s'en sont mis plein les poches. Et quand tu dis les 5 premières fortunes françaises ont doublé leur richesse, et aujourd'hui, c'est l'équivalent de la richesse des 40% les plus pauvres de la population. Donc, on a 5 personnes qui possèdent autant que plusieurs dizaines de millions de personnes en France, et ça en dit long sur les inégalités, et surtout, ça en dit long sur l'accélération, parce que ce que dit ce rapport, et je pense que c'est l'élément le plus important, parce que, pour être honnête, moi, ça fait, voilà, quand je travaillais au Oxfam, j'écrivais ces rapports tous les ans, et l'aspect nouveau, c'est l'accélération, parce que la fortune des milliardaires a augmenté plus pendant la durée de la pandémie, donc 1 an et demi à peu près, que pendant toute la décennie, donc que pendant 10 ans. Donc, c'était déjà alarmant avant et ça l'est encore plus maintenant. Et ce que ça dit politiquement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les aides d'État qui ont été versées par les États ont bénéficié au final, quelque part, à ces grandes fortunes et à ces grandes entreprises qui, derrière des grandes marques, en fait, on en profitait pour développer davantage leur richesse. Et ça dit aussi quelque chose de l'incapacité et du manque de volonté politique, bon, sans surprise du gouvernement français et d'Emmanuel Macron, à taxer ces profiteurs de crise, alors que Emmanuel Macron disait lui-même qu'on était en guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, on a taxé ceux qui ont fait des bénéfices exceptionnels, comme Renault, qui avait participé à produire l'armement. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs économiques et d'individus qui se sont fait fortune pendant cette pandémie. Je pense qu'on pourrait les mettre à contribution pour financer, venir en aide à ceux qui galèrent. Et c'est le sens aussi de la proposition de Jean-Luc Mélenchon de dire au-dessus de 12 millions d'euros d'héritage, c'est pas mal, 12 millions pour commencer la vie, On donne tout. on vous prend tout, et on taxe de manière progressive l'héritage pour financer une allocation d'autonomie de 1 063 € pour tous les jeunes. Voilà une réponse concrète justement à cette situation des inégalités qui est scandaleuse. Alors, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour parler aussi d'Europe. Évidemment, depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil européen pour 6 mois. On va venir sur le fond de ce que peut et de ce à quoi ressemble une présidence du Conseil européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord sur la forme, parce que Emmanuel Macron aurait pu décider de reporter aussi, compte tenu de l'échéance électorale en France de l'élection présidentielle, il aurait pu reporter cette présidence française. Quels sont les principaux risques que tu y vois, toi, sur cette concomitance de la présidence française de l'Union européenne et en même temps la candidature probable, sans suspense, d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle? Qu'est-ce que ça peut empêcher, entraver, d'après toi? On savait déjà qu'Emmanuel Macron faisait campagne sur les deniers de l'État. Il a été même épinglé par le CSA avec ses allocutions présidentielles qui étaient en fait des clips de campagne. Il est en train de faire exactement la même chose avec la présidence française de l'Union européenne. Pour ceux qui ne suivent pas, cette présidence, elle n'arrive qu'une fois tous les 14 ans, puisque ça tourne tous les 6 mois entre les États membres. Donc, c'est un fait rare. C'est une opportunité historique pour impulser, créer du changement au niveau européen. Non, Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas reporter cette présidence française, alors que ça a été fait dans l'histoire. L'Allemagne, en 2006, par exemple, l'avait reporté à cause des échéances électorales. Au contraire, il s'est dit, c'est plutôt une opportunité pour se présenter. C'est ce qu'il va faire dans son discours mercredi au Parlement européen, comme le champion de l'Europe qui protège. Et en réalité, derrière, c'est juste pour s'en servir. C'est un outil électoral. Il y a plus de 400 événements qui vont être organisés par la présidence française de l'Union européenne. Et ça va devenir un outil de propagande, alors que je pense que les questions européennes méritent du sérieux, méritent des véritables propositions. Par exemple, on a les règles de stabilité et de croissance, donc ce qui organise les 3% de déficit et 60% de dette, l'austérité, qui ont été suspendues pendant la crise. Elles doivent être remises en œuvre l'an prochain. La vraie question qui doit être réglée par cette présidence française, c'est est-ce qu'on les remet? Nous, évidemment, on n'est pas en faveur, et dans quelles conditions? Ouais. De la même manière, la priorité de la présidence française, ça devrait être la levée des brevets sur les vaccins. Mais non, on a Emmanuel Macron qui préfère en faire un outil de campagne électorale.
Juste, tu as dit que ça donnait des grandes marges de manœuvre, qu'on pouvait faire plein de choses intéressantes avec cette présidence du Conseil européen. Mais en fait, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Parce que quand on suit les questions européennes, on entend parler du Parlement européen, c'est-à-dire des députés européens. On entend aussi parler de la Commission européenne, mais du coup, où est-ce que se place le Conseil européen là-dedans? Ouais, c'est vrai que je pense que cette complexité participe pas à la lisibilité, à l'appropriation des questions européennes. En gros, pour faire ça, il y a les trois entités que tu as décrites. Et la Commission européenne, c'est l'équivalent du gouvernement. Donc, c'est elle qui impulse les lois, mais en réalité, elle le fait toujours de facto sous une autorité politique qui est celle du Conseil de l'Union européenne, donc des États membres, qui est un peu l'équivalent du président de la République. Et c'est comme si on avait une présidence de la République qui tournait tous les 6 mois. Et pendant ces 6 mois, c'est nous qui sommes présidents au niveau de l'Union européenne via cette présidence du Conseil. Alors évidemment, en 6 mois, on ne peut pas tout changer. En 6 mois, on ne peut pas tout révolutionner. Mais si, et on va arriver derrière à ce que nous on propose, mais si on prenait un peu au sérieux la question européenne, eh bien, on en profiterait pour créer une forme de Big Bang pour secouer les règles européennes et mettre en adéquation les attentes populaires qui peuvent se trouver en France et les règles européennes qui sont aujourd'hui un obstacle à bien des mesures, à des changements en matière écologique ou en matière sociale. Et la France aurait pu impulser un certain nombre de choses. Elle aurait pu aussi dire, nous, deuxième économie européenne, présidente de l'Union européenne, nous décidons que les règles, les fameuses règles de l'austérité budgétaire, les règles budgétaires ne seraient pas réintroduites. Et ça serait un acte fort de la présidence française. Mais au lieu de ça, Emmanuel Macron va pavaner. Il va ouvrir le débat en disant oui, il faut revoir ces règles, mais absolument pas prendre la responsabilité politique de les remettre à plat. Alors justement, un de ces points sur lesquels il va vouloir insister, c'est sur son projet de discussion autour d'un salaire minimum européen. C'est quoi? C'est de l'affichage, il y a une entourloupe derrière. Comment tu vois les choses par rapport à cette proposition phare qu'il voudrait mettre en avant? C'est le vœu pieux de l'Europe sociale pour ceux qui, alors même moi j'étais un peu petite, mais c'est ce qu'on nous a vendu, c'est la promesse européenne qu'on nous a vendue. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui l'Union européenne c'est devenu un espace de compétition sociale, notamment avec la directive des travailleurs détachés, qui fait qu'un travailleur peut venir de Pologne ou de Hongrie, travailler en France, mais pas avoir la même protection sociale que les Français. Et évidemment, ça crée de la compétition entre les Européens plutôt que de créer de la solidarité et de l'harmonisation. Et le salaire minimum européen, c'est un peu un outil de façade qui dit regardez, on va faire un salaire minimum européen. Alors toi et moi, on entend salaire minimum européen, on dit on va enfin mettre fin aux inégalités, aux grandes disparités. Le salaire minimum, certains pays européens, c'est autour de 600 €. Évidemment, c'est plus de 2 fois moins qu'en France. Il y a des États qui n'en ont même pas de salaire minimum européen. Mais en réalité, la proposition qui est sur la table, c'est une proposition à minima qui oriente les États à peut-être adopter un salaire minimum de hauteur de 60% du salaire médian, ce qui est inférieur à la européen ou salaire médian des États? De chaque pays. Donc, si tu prends le salaire médian en France, de mémoire, on est un peu moins de 70%, à 66%, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que c'est plus bas que ce qu'on a en France. Donc, potentiellement, même ça nous inciterait à le baisser. Et à aucun moment, il y a non plus des critères de convergence, parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment on enlève cette compétition sociale au sein de l'Union européenne. Et à l'inverse, si on est si faible sur cette question sociale, c'est aussi parce qu'on est contraint par les règles européennes et les traités européens qui nous empêchent de véritablement poser de nouvelles règles. Et pour finir sur la question sociale, Macron est aussi celui qui temporise et essaie de gagner du temps sur la protection des travailleurs des plateformes. Vous avez eu l'occasion d'en discuter avec ma collègue Leïla, mais globalement, il ne l'a pas mis à la priorité de la présidence française, alors que pour une fois, on avait une proposition intéressante de la Commission qui proposait un véritable statut pour les travailleurs ubérisés, comme on les appelle, Deliveroo, etc. Alors, tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois du pacte de stabilité et de croissance que toi, tu dis qu'il faudrait le remettre à plat. Donc, c'est ça qui encadre en gros les finances publiques nationales avec cette fameuse règle du déficit public à pas plus de 3% du PIB et avec une dette qui ne devrait pas dépasser 60%. Dans ce que j'ai lu dans Le Monde, dans les Échos, c'est-à-dire dans les médias bien informés de ce que veut Macron, a priori,
au nom de l'investissement, au nom de la relance économique après la pandémie, après la crise, a priori, il voudrait remettre en cause ces règles. Toi, tu dis, ah ben non, mais il va mal le faire, etc. Mais est-ce que vous ne pourriez pas l'appuyer, en gros, et dire, bah oui, oui, allez-y. Et si jamais il arrive à remettre en cause ces règles, bah, lui dire, bon, bah bravo mon pote, c'est pas mal ce que tu as fait. Macron, c'est un peu toujours, tu sais, tu as le docteur Emmanuel et le Mister Macron. Bon. Et en fait, le docteur Emmanuel, il va dire il faut revoir les règles austéritaires européennes, elles ont trop duré. C'est le même qui va dire il faut prendre à bras le corps la question climatique, il y a vraiment urgence. Et après, tu as Mister Macron qui va foutre à la poubelle les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Bah, sur le pacte de stabilité et de croissance, c'est la même chose. Mister Macron est celui qui a accepté que, par exemple, le plan de relance européen, il soit conditionné à ce qu'on appelle le semestre européen, qui est l'outil qui met en application les règles budgétaires européennes. Mister Macron, c'est celui qui s'est dit « Ah, c'est quand même un peu sexy ce sujet dans la campagne présidentielle, chouette, on va faire ce que Mister Macron, il sait mieux le faire, un sommet. » Donc, on va avoir un super sommet au mois de mars, il va nous dire qu'il faut réviser les règles, etc. Mais je peux vous dire qu'ici, en coulisses, à aucun moment, il ne pose véritablement des nouvelles règles sur la table. Tu sais, moi, j'ai une culture associative. Donc, à chaque fois qu'il y a des avancées, je serai les premières à me battre pour. Par exemple, c'est assez rare pour être noté de notre part, on a souligné la proposition de la Commission pour la protection des travailleurs ubérisés. Bon, bah, Mister Macron va arriver derrière pour essayer de la détruire, mais toujours est-il qu'on se bat pour gagner tout ce qu'il y a à gagner. Et c'est le sens ici de notre combat aussi au Parlement européen. On a gagné, par exemple, le Parlement s'est prononcé en faveur de la levée des brevets sur les vaccins. Donc, on mène les combats. Mais je crois qu'il ne faut pas être dupe sur l'opération de com de Macron, dont l'objectif est de se présenter comme le sauveur de l'Europe qui protège. Et en réalité, ses premiers partenaires au niveau européen, c'est par exemple les Pays-Bas avec qui il a mis en scène sa collaboration avec Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, qui est le champion des pays radins de l'Union européenne, qui veut des rabais pour lui, qui veut des conditions austéritaires. Et puis, je peux vous dire que derrière, Macron va promettre la réforme des retraites, par exemple. Il l'a déjà annoncé d'ailleurs pour le quinquennat prochain s'il est réélu. On va en venir au programme de l'Union populaire sur la question européenne. Mais d'abord, encore une dernière question sur cette présidence européenne, parce qu'il y a aussi question de réforme de l'espace Schengen, avec notamment un renforcement des frontières et une limitation des contrôles aux frontières intérieures. Au vu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore avec la pandémie, ça te paraît crédible? Le contrôle aux frontières n'ont vraisemblablement jamais été aussi important qu'en ce moment. Surtout, en fait, il faut lire entre les lignes qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est la France, Emmanuel Macron, qui cède aux sirènes de l'extrême droite. Parce que le débat sur les questions migratoires est très fort en Europe. Et en réalité, la question qui est posée, c'est comment on fait de l'Union européenne encore plus un bunker. On crée des barbelés aux frontières de l'Union européenne plutôt que de se poser la question sérieuse d'un accueil coordonné au niveau européen, de se poser la question sérieuse de la révision des accords de Dublin qui fait qu'on submerge l'Italie et la Grèce, qui sont les premiers pays où les migrants arrivent et là où ils font leur demande. Et ensuite, ils ne peuvent plus, leur demande ne peut plus être examinée dans un autre pays. Et puis surtout, poser la question de Frontex, qui est l'agence européenne de contrôle aux frontières et qui a été épinglée par nombreux de vos confrères journalistes qui ont fait des enquêtes sur eux pour violation des droits de l'homme. Et la mer Méditerranée est devenue un vrai cimetière, notamment sous l'effet de Frontex qui criminalise les migrants, qui les renvoie en Libye, là où ils sont torturés. Et le minimum du genre humain est juste de considérer ces êtres humains comme des hommes et des femmes comme toi et moi, comme nous tous, et d'examiner, c'est le droit international qui l'oblige, d'examiner les demandes de droit d'asile. Et même ça, ce n'est pas respecté aujourd'hui dans l'Union européenne. Alors, on a lu avec attention la partie de l'avenir en commun qui traitait de l'Europe. L'avenir en commun, c'est le programme de l'Union populaire, de la France insoumise et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, les ambitions sont très grandes en matière européenne. Alors, en matière budgétaire, vous voulez revenir à la stricte autonomie nationale. En matière monétaire, vous voulez modifier le statut de la BCE. Vous voulez sortir de certains traités de libre-échange, ne pas en signer de nouveaux. Il y a la possibilité de la désobéissance. Bon, admettons que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République française en avril prochain. Ce sera ça, les positions officielles de la France. Mais le problème, c'est si les 27 autres pays de l'Union européenne s'y opposent. Autrement dit, est-ce que vous avez, vous, à la France insoumise, des alliances parmi les autres gouvernements, ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon
et la France insoumise comptent changer l'Europe tout seul? Alors, la question est plus large que ça et l'analyse qu'on essaie d'apporter est aussi plus large que ça. Et si tu me permets juste 2 minutes pour revenir plus en longueur parce que ça mérite un peu de pédagogie et je finis à la fin sur les alliances et tu vas comprendre le lien. D'abord, dire l'analyse qui est la nôtre dans notre programme et dans la stratégie sur les questions européennes que nous sortons aujourd'hui et qui détaille cette stratégie comme sûrement ça n'a jamais été fait à gauche à l'heure actuelle et d'avoir une analyse lucide des obstacles qui sont posés par les règles européennes. Je vais donner des exemples concrets. Tu veux faire une cantine bio et locale. Tu veux faire des sanctions contre les paradis fiscaux européens. Tu veux faire un grand plan d'investissement massif écologique et notamment dans les énergies renouvelables. Tu veux interdire des pesticides qui sont autorisés dans d'autres États de l'Union européenne. Je pourrais continuer longuement cette liste, mais je prends volontairement ces exemples concrets. Eh bien, si tu veux faire ça, il faut être honnête et dire aux gens c'est contraire aux règles européennes. Je peux prendre un dernier exemple que Taubira a mentionné dans son programme. Tu veux faire un taux de TVA zéro sur les produits de première nécessité, le lait, les pâtes, etc. C'est interdit par les règles européennes. Et nous, on ne vous ment pas, on ne renonce pas à ces propositions qui sont les nôtres. On vous dit juste comment on le ferait pour dépasser ces obstacles. Et donc, comment on le ferait? On a 2 types d'outils principaux. Le premier, c'est on va mener le rapport de force au sein du Conseil, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, là où se réunissent les États membres, pour dire, en fait, nous, on a un mandat populaire pour que ces règles, elles soient soit changées, soit on ne les respecte plus, parce que sinon, on ne peut pas réaliser notre programme. Et en fait, tu as plein de manières de mener ce rapport de force. Les accords de libre-échange dont tu parlais tout à l'heure, il faut l'unanimité des États membres. Donc, tu peux y apposer ton veto. On peut aussi conditionner notre contribution budgétaire excédentaire, c'est-à-dire qu'on donne plus que ce qu'on reçoit. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, c'est la solidarité européenne. Par contre, tu ne le fais pas contre la volonté populaire française. Et donc, en disant, OK, on veut bien contribuer, mais dans ce cas-là, vous nous laissez ne pas respecter la règle des 3% de déficit, renationaliser le fret, etc. etc. De Gaulle lui-même avait fait la politique de la chaise vide, d'ailleurs. Et c'est, voilà, tu es lucide, tu mènes les rapports de force. Et puis, le deuxième type d'outil, c'est de dire, si vous ne le voulez pas, on est prêt à désobéir. On est prêt à ne pas respecter un certain nombre de règles européennes. Et en réalité, ça se fait déjà, même Emmanuel Macron lui-même ne respecte pas un certain nombre de règles européennes, la règle sur le temps de travail des militaires, des règles sur la protection des données, des règles en matière de pollution de l'air. Lui, il ne respecte pas un certain nombre de règles et nous, on viendrait nous chercher des problèmes parce qu'on ne respecte pas des règles pour réaliser une ambition écologique et sociale. Et tout ça, je pense que c'est résumé dans un principe qu'on veut poser, qui est un principe de non-régression écologique et sociale, qui dit très clairement qu'en réalité, aucune norme européenne ne s'appliquera si elle applique un retour en arrière en matière de protection sociale, des droits sociaux, ou en matière écologique. Donc ça, c'est la stratégie qui est là. Et la conviction que j'ai, et de mon expérience ici au Parlement européen, qui m'a aussi fait voir les choses de plus près, fait voir de nombreux exemples. Récemment, par exemple, l'Espagne, elle a dit, face à l'explosion des prix de l'énergie, elle a dit, en fait, nous, on veut pouvoir aider les gens directement. On a fait un contrôle des prix, c'était contraire au droit européen. Mais comme ils l'ont fait, comme il y avait urgence, devine quoi, ça a amené à un changement des règles pour tout le monde. Donc, en fait, quand un État, qui plus est un État comme la France, la deuxième économie européenne, le fait, démontre qu'elle peut le faire, ça peut entraîner d'autres États dans son siège, voire même ça peut créer un changement des règles européennes. Et cet exemple sur les prix de l'énergie est, je crois, un bon exemple. Donc, c'est la stratégie qui est la nôtre. Et puis ensuite, tu peux toujours aussi faire des coopérations renforcées. Par exemple, nous, on propose l'impôt universel pour taxer à la source les entreprises et tous les plus riches, les milliardaires dont on parlait tout à l'heure qui font de l'évasion fiscale. On peut le faire tout seul, mais peut-être qu'on peut le faire à 2, 3 États, avec l'Espagne, l'Italie. Et c'est aussi comme ça qu'on change la dynamique à l'heure actuelle d'une Union européenne complètement libérale qui a détruit nos services publics, qui a détruit l'écologie. Voilà en quelques mots la logique qui est la nôtre sur ces questions européennes. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution notable par rapport à 2017 où on était sur ce discours plan A, plan B, plan A, on arrive à renégocier les traités, plan B, on n'y arrive pas et on sort et on noue de nouveaux partenariats. Jean-Luc Mélenchon parlait de partenariat. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça veut dire que c'est un peu ça. Plan A, on arrive à changer les règles. Plan B, on désobéit. En fait, ça n'a pas vraiment changé, mais je dirais que les deux vont ensemble. Le plan A, évidemment, on essaie de changer les règles. Donc, c'est ce dont tu parlais, Pablo, au début.
Si on nous donne un papier blanc, écrire des nouveaux traités européens, on remettra en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne pour pouvoir investir massivement dans la transition écologique. On changera la règle du tout concurrence qui fait qu'on doit tout libéraliser, etc. Ça, c'est le plan 1. Le plan B, c'est on applique quand même notre programme, quoi qu'il en coûte. Donc, il n'est absolument pas question, en tout cas dans votre discours, il n'est plus du tout question de possibles potentielles sorties de l'Union européenne. Ben, en fait, ce qu'on dit, c'est que quoi qu'il arrive, on appliquera notre programme et qu'on est prêt à en subir les conséquences. C'est ça. Et la nuance et la différence par rapport à avant, c'est que notre expérience au niveau européen nous a permis d'affiner notre stratégie, de montrer qu'en fait, les outils sont multiples. Et en fait, si tu veux, maintenant, ce qu'on dit, c'est que ces deux plans s'alimentent l'un l'autre. Parce que tu désobéis à un certain nombre de règles. Parce que toi aussi, tu conditionnes ta contribution budgétaire au niveau européen à la réalisation d'ambitions sociales et écologiques. Parce que tu apposes ton veto à des traités de libre-échange, ça crée les conditions d'un rapport de force pour changer les règles. Donc, en fait, le plan A, plan B, le seul problème, c'est que tu as une logique chronologique de A puis B. En fait, les deux se font ensemble et on a la conviction que ça peut se faire. Et on a même réfléchi, j'invite tout le monde à aller regarder notre document, on a même fait la dernière étape, qu'est-ce qui se passe concrètement une fois qu'on a appliqué ces règles. Et une fois qu'on a appliqué ces règles, par exemple, on fait la démonstration que ça dépend des questions sur les règles économiques, la fameuse règle de 3% de déficit. On a regardé, elles ont été violées 171 fois en 20 ans. Et vous savez combien il y a eu de sanctions? 0. Devinez. 0. Donc demain, nous, au pouvoir, on ne les respectera pas, ces règles, mais on sait qu'on ne sera pas sanctionné. Par contre, sur les règles du tout concurrence, les règles de marché, si on veut renationaliser le fret, là, on sait qu'on sera poursuivi par la CJE, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, on fait la démonstration aussi de comment on s'y prendrait concrètement. Et nous, on dit, si on est poursuivi, on a un mandat populaire. On a été élu pour renationaliser le fret parce qu'on pense qu'au lieu d'avoir des milliers de camions sur les routes de France, ils devraient être sur des trains, ça pollue moins. Et donc, on est prêt à mener le rapport de force. Quelque chose me dit que potentiellement, ce rapport de force-là peut créer un changement de la règle. Mais si jamais on a une sanction qui va prendre 3, 4, 5 ans, on dit très bien, eh bien, nous, on a un mandat populaire pour appliquer notre programme. Cette sanction financière, on ne la paiera pas parce qu'on la déduira plutôt de notre contribution budgétaire européenne. Donc, c'est un exemple concret pour dire, en fait, on a essayé de penser à toutes les étapes qu'il pourrait se passer et on ne vous ment pas. Et c'est aussi une interpellation que j'ai envie de faire à certains, par exemple, écolos, qui vont dire, nous, on est pour du protectionnisme, nous, on est pour des grands plans d'investissement, ou même on est pour un taux de TVA 0. OK, les règles européennes vous en empêchent, vous faites comment? C'est quoi votre plan? Et sinon, on va se retrouver à trahir, à renoncer, comme François Hollande l'a fait finalement pendant son quinquennat. On a une dernière question, Manon. Comment tes collègues européens au Parlement, notamment ceux de la gauche, voient la campagne présidentielle qui est en train de se dérouler en France? L'extrême droite à 30%, Macron qui caracole dans les sondages, la gauche à la peine. Est-ce qu'ils sont inquiets ou il se passe la même chose partout? Je rappelle qu'on a quand même vu la social-démocratie allemande récupérer le pouvoir il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'il peut se passer la même chose en France ou est-ce que, je ne sais pas, comment ils voient la chose? Est-ce que le péril extrême droite est vécu Les comme inquiète. une inquiétude? Ouais. Bon, d'abord, sur la question de la social-démocratie, il voit assez bien que la question est quand même plus ou moins réglée en France. Quand on a un parti socialiste qui ne dépasse plus jamais les 5% dans les sondages, je crois que la question est soldée. De ce point de vue-là, pas vraiment comparable avec la situation allemande. En revanche, c'est vrai, la situation de l'extrême droite inquiète et elle inquiète partout en Europe parce que l'extrême droite est aujourd'hui forte partout en Europe. Elle est au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, qui sont les alliés de l'extrême droite, mais qui sont aussi les alliés au passage d'Emmanuel Macron pour finir sur son bilan européen. Sa première visite officielle à Emmanuel Macron, après avoir annoncé ses priorités de la présidence française, c'était quand même auprès de Viktor Orban, pour céder une alliance pour défendre le gaz et le nucléaire comme énergie verte. Donc ça en dit long. Donc mes collègues ici, si tu veux, ils sont à la fois inquiets du péril de l'extrême droite, parce que de ce point de vue-là, la France a été un peu malheureusement avant-gardiste et on voit que des pays qui étaient relativement protégés d'extrême droite comme l'Espagne ou le Portugal sont en train malheureusement de suivre cette marche et en même temps ils voient notre campagne comme une source d'espoir. La France insoumise fait partie des formations politiques de notre camp politique de la gauche qui est une des
plus fortes, une des plus solides en Europe, dépasser 10% systématiquement maintenant quasiment dans tous les sondages. Ce n'est pas donné à toutes les autres forces européennes. Et ils les voient aussi comme une source d'inspiration parce qu'il y a des modalités innovantes de campagne. Vous avez vu le meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon hier. Et on essaie aussi de poser des nouvelles questions dans le débat. J'ai parlé de la question de la taxation de l'héritage qui se pose aussi dans d'autres États. J'ai parlé évidemment des questions européennes et on essaie aussi et c'est le travail qu'on va faire et que je suis en train de mener au niveau européen en tant que présidente de notre groupe de la gauche au Parlement européen, de reconstruire, rebâtir cette gauche européenne sur de nouvelles bases et j'espère que ça en portera les fruits dans les mois qui viennent. Eh bien, super, on suivra ça. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Manon. Merci à tous les deux.